7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Nous sommes à 2 jours des élections européennes. Les campagnes des candidats se terminent toutes ce soir à minuit. C'est donc la dernière ligne droite pour les différents partis. Certains laissent penser que la France devrait s'effacer, peut-être au profit de l'Europe. D'autres appellent au Frexit et parlent de remettre en avant la souveraineté française. Ici, on ne parle pas tant d'Europe, mais plutôt d'Union européenne. Quelle différence ? Si différence il y a, qu'est-ce que l'Europe ? Quels sont les enjeux portés par ces élections vis-à-vis de l'Europe ? Pour parler de tout ça, je suis aujourd'hui avec Romain Petitjean. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le directeur du développement de l'Institut Iliade. Et en quelques mots, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu l'Institut ? Alors, l'Institut Iliade est un organisme de formation à la défense et à la promotion de la civilisation européenne. Donc, je vous remercie de m'inviter sur ce sujet. On est au cœur vraiment du réacteur de ce que fait l'Institut Iliade. Nous avons reçu ce legs, cet héritage, et nous pensons que pour se projeter dans l'avenir, il faut se plonger dans ses racines, à aller à la source pérenne. C'est le seul moyen de continuer la grande aventure européenne. Et donc cette formation parle d'histoire des idées, de philosophie, de géopolitique, mais aussi d'éthique de la tenue. Nous essayons de former finalement un type d'homme qui, on va dire, dans la mélasse actuelle de la modernité décadente, est une solution. Donc c'est de la formation. Nous sommes éditeurs. Nous avons dans 5 collections publié des dizaines de livres et nous organisons un grand colloque qui a un certain succès. On réunit 1500 personnes chaque année à la Maison de la Chimie avec une belle jeunesse engagée. Voilà toute l'action de l'Institut Iliade qui finalement s'investit dans la bataille culturelle, la bataille métapolitique. Oui, vous êtes dans le monde, vous vous inscrivez vraiment avec ces formations auprès de la jeunesse pour justement remettre en avant cette civilisation. Et comment est-ce que vous pourriez définir justement cette civilisation européenne ? Alors cette civilisation européenne, elle a un avantage, une qualité principale, c'est que c'est la nôtre. Et on ne la remplace pas. Ouais. Donc quand on reçoit un héritage, on l'assume. Alors je sais que c'est à la mode pour certains chefs d'entreprise ou pour les déconstructeurs ou les woke de vouloir faire table rase. Pour nous, au contraire, il faut plutôt assumer son héritage qui est, on va dire, mobile, qui est dynamique pour pouvoir se projeter. Donc cette civilisation, c'est un héritage. C'est aussi finalement une sorte de mythe fondateur qui nous permet de nous donner un destin. Donc un héritage. Qu'est-ce que c'est que la civilisation européenne ? C'est finalement un territoire, mais pas seulement, fait d'une filiation ethno-culturelle avec des intérêts communs et qui font qu'une fois de plus, nous ne sommes pas la civilisation africaine, nous ne sommes pas la civilisation asiatique et nous ne sommes pas d'ailleurs la civilisation américaine, même si c'est une souche de peuplement européenne au départ. Donc nous avons une singularité. Cette singularité, elle s'exprime à tous les niveaux en fait. Vous pouvez prendre les grands sujets et on peut voir que sur la place de la femme, les relations hommes-femmes par exemple, je veux dire, c'est quelque chose qui nous concerne au quotidien. N'importe quel pays, n'importe quelle civilisation, on va avoir avec d'autres civilisations islamiques ou asiatiques de grandes différences. La question des libertés locales, des libertés de culte, des libertés d'expression. Nous avons une grande tradition de liberté. Et puis, tout cet héritage, toute cette civilisation, on voit que d'un pays à l'autre, puisqu'il y a des nations qui se sont constituées... Des nations qui sont parfois bien différentes, au sein même de l'Europe. Tout à fait, bien différentes, qu'il ne s'agit absolument pas de nier. C'est avant tout une civilisation, un héritage, l'Europe. On peut parler plus tard d'un projet politique, mais on n'est pas obligé de passer par cette étape sans reconnaître qu'il y a cette civilisation, cet héritage. Déjà, ça me paraît être le minimum. Malheureusement, certains ne le reconnaissent plus. On a même entendu des aberrations avec certains Français qui seraient plus proches d'un Malien que d'un Letton ou que d'un Italien. Donc on en arrive à des absurdités. L'Institut Iliade fait le maximum de pédagogie pour recentrer le débat. Oui, et certains, je pense, peuvent se poser la question, comme vous vous appuyez donc pour parler d'identité européenne sur l'Antiquité gréco-romaine, le judéo-christianisme, tout ça, si je ne me trompe pas. Alors, nous ne parlons pas de judéo-christianisme ou de civilisation judéo-chrétienne. Oui. Nous appartenons à une civilisation, on va dire, helléno-chrétienne, c'est-à-dire qu'il y a eu l'apport du christianisme qui a fait souche en Europe. Donc voilà, on parle plutôt de civilisation helléno-chrétienne. Et mais le christianisme qui
En tout cas, moi, personnellement, j'ai déjà entendu des personnes donner cet argument du christianisme qui finalement vient en tout cas du judaïsme, qui ne vient pas d'Europe au départ. Est-ce que maintenant, on parle souvent d'appropriation culturelle, est-ce que l'Europe ne serait pas tout simplement, ne se serait pas appropriée cette culture du Moyen-Orient, de l'Orient? Alors, ce qu'il s'est passé, c'est qu'il s'est passé un syncrétisme, c'est-à-dire sur la souche et l'univers mental des Européens, s'est greffée une religion monothéiste extérieure. Une religion, on ne va pas faire de la théologie, mais qui finalement a réussi à prendre en Europe. Il s'avère, quand on fait un petit constat, que ce christianisme qui a essaimé ailleurs dans le monde, en Afrique ou en Asie, n'a pas donné les mêmes résultats. La grande civilisation européenne et chrétienne, on voit que la souche européenne, c'est-à-dire ce goût pour le doute, pour la curiosité, l'exploration, notre génie technique, cette espèce de tension qu'on trouve en Europe depuis 30 000 ans entre Orphée et Prométhée, entre notre côté faustien et notre côté aussi très poète finalement, très sensible des Européens. On habite le monde en poète. Je ne sais plus quel poète a dit ça justement. Je ne saurais pas vous aider là-dessus. On voit que le christianisme s'est approprié et a réussi à se magnifier en Europe et pas ailleurs. Voilà, donc c'est ça notre histoire, et elle est européenne. Et alors aujourd'hui, donc, comme je le disais tout à l'heure, on est à 2 jours des élections européennes. Il faut quand même faire la distinction entre ce que vous qualifiez d'Europe, quand on parle d'Europe, et l'Union européenne. Quelle est la différence pour vous? Est-ce que les deux sont compatibles? Alors les deux peuvent être compatibles. L'Union européenne, c'est une organisation politique et administrative. J'y réfléchissais à comment répondre à cette question. Je dirais que l'Europe, c'est le moteur. Et c'est un moteur assez puissant, un moteur à explosion qui envoie des étincelles. Et l'Union européenne, c'est plutôt le filtre à particules, celui qui va limiter justement la puissance du moteur. Pourquoi ? Parce qu'on a aujourd'hui une bureaucratie installée à Bruxelles, d'ailleurs sur le modèle de la France jacobine et centralisée, absolument pas une Europe fédérale. On entend beaucoup parler de ça. L'Europe n'est pas fédérale. Il y a au contraire des fonctionnaires à Bruxelles qui expliquent à un Finlandais ou à un Italien comment il doit vivre. Une Europe fédérale, c'est quand vous avez des libertés locales et de la subsidiarité. On en est à des années-lumière. Et puis, le problème de l'Union européenne, c'est qu'elle défend justement des intérêts qui ne sont pas ceux de l'Europe. Elle est inféodée à l'anglosphère et à la puissance américaine. Aujourd'hui, l'Europe est un dominion américain et donc n'a pas cette souveraineté au service des peuples européens. Donc on est dans une vraie problématique. Sur le principe d'avoir un véhicule comme peut l'être l'Union européenne, qui nous permettent d'avoir plus de puissance, 450 millions d'Européens, de créer des synergies sur nos approvisionnements énergétiques, sur notre défense, ça me semble une chose assez évidente pour peser dans le monde quand il y a les États-Unis, la Chine, la Russie qui montent. Oui, donc pour vous, là, les enjeux actuellement qui seraient importants qu'un parti, peu importe lequel, mais en tout cas, les enjeux qui seraient importants, d'être défendus dans ces élections pour pouvoir servir cette civilisation européenne, quels seraient-ils ? Alors, aujourd'hui, il faudrait remettre les peuples européens et ce que nous sommes finalement au centre du jeu. Là, on a vu les 10 derniers jours un épisode catastrophique où, en France, on a parlé du conflit israélo-palestinien. C'est-à-dire, on importe des guerres qui ne nous concernent pas en Europe. C'est un scandale, c'est une colonisation de notre univers mental et de nos intérêts géopolitiques. Donc, la priorité, c'est évidemment... quand on est un père de famille, de s'occuper de sa famille, quand on est un maire de village, de s'occuper de son village, et donc quand on est européen, de défendre les intérêts des Européens, de s'occuper des Européens. Donc ça n'empêche pas de pouvoir projeter sa puissance et d'avoir des relations diplomatiques, ce que l'on a de moins en moins, puisqu'on rentre dans un monde fait de moraline, où il y a les bons, les méchants, la guerre juste, alors qu'on avait une tradition de diplomatie en Europe qu'on a abandonnée en donnant les clés justement à la puissance américaine. Donc l'enjeu, c'est ça, c'est se retrouver soi-même, retrouver une certaine verticalité, retrouver ce qui fait notre singularité. Donc, j'ai parlé de la place de la femme, j'ai parlé des libertés, j'ai parlé de tout ce qui fait que nous sommes des Européens.
Et être européen n'est pas... est-ce qu'on pourrait être français sans être européen? Non. Non. Non, un Français, c'est un Européen d'expression française, c'est-à-dire qui s'inscrit dans la tradition française. Chaque pays a eu sa tradition, donc nous on a eu l'assimilation républicaine notamment, qui a marché un temps pour assimiler des individus. Donc c'était une démarche qui était faite par des individus extérieurs à la filiation ethnoculturelle européenne. Aujourd'hui, c'est trop tard, c'est fini, ce modèle a échoué tout simplement parce qu'on peut éventuellement assimiler des individus, mais on n'assimile pas des peuples. Or, sur la terre d'Europe et sur la terre de France, nous sommes face à des masses, à des peuples entiers qui se reconstituent. Et d'ailleurs, même pour eux, vous vous retrouvez avec des gens assimilés venus donc des extra-européens qui subissent finalement cette dynamique, mais c'est la dynamique des peuples. On n'y peut rien et toutes les constructions culturelles, historiques qu'on pourra calquer dessus ne feront rien. Il y a une dynamique des peuples. Les peuples se reconstituent avec leurs traditions, avec leur être au monde, avec leur spiritualité. C'est ce qui se passe aussi. On court un grave danger. L'Europe fait face donc à cette américanisation du monde, à cette occidentalisation du monde. Il est urgent de se désoccidentaliser. Fait face au rouleau compresseur du système technomarchand, c'est-à-dire qu'il veut tout transformer en quelque chose de quantifiable, en une marchandise, c'est-à-dire tuer les peuples. C'est le système à tuer les peuples sans identité, sans race, sans Dieu, sans couleur, sans singularité. Tous les mêmes, on va dire, apporter un jean et manger un hamburger. Donc ça, c'est notre horizon. Il faut tout faire pour préserver nos identités des peuples, et au premier chef, la nôtre. Le grand remplacement ethnique qui fait que des peuples entiers se reconstituent sur notre propre terre, qu'il faut arrêter, il faut engager la rémigration. C'est impératif dans ces élections européennes. Voilà. Et puis, un certain effacement culturel, un certain effacement historique qui nous empêche finalement de penser à notre propre destin. Si on ne connaît pas nos origines, si nous ne savons pas d'où nous venons, c'est beaucoup plus difficile d'avoir ce trésor à protéger. C'est pour ça que c'est tout l'intérêt des formations, c'est de bien comprendre qui nous sommes pour pouvoir se projeter dans l'avenir. Oui, comprendre qui nous sommes, quelle est l'histoire commune de tous ces pays européens, tous ces pays qui composent donc cette civilisation européenne. Et quelle différence est-ce qu'il y aurait entre Europe donc et Occident? Parce que je pense qu'on peut facilement aussi confondre. Tout à fait, c'est une très bonne question qui est complexe d'ailleurs. C'est un débat qui a vraiment agité le landerneau, si je dois dire. Ce qui est compliqué, c'est que pendant des siècles et des millénaires, l'Europe, c'était l'Occident, c'est-à-dire les hommes de l'Ouest. Il y a un phénomène qui s'est passé, c'est qu'un certain nombre d'Européens ont soit été chassés, soit quitté la terre d'Europe, qui est spéciale. L'Europe, c'est ce petit bout de péninsule, c'est un isthme avec des frontières un peu poreuses, pas très clairement définies, pour fonder les États-Unis d'Amérique, donc de souche européenne. Simplement, les États-Unis d'Amérique, avec leur mentalité, leurs intérêts d'un point de vue géopolitique, c'est donc une thalassocratie comme l'Angleterre, ont développé finalement une vision du monde et des intérêts qui sont contraires à ceux des Européens. Donc on se retrouve avec cette tension, cette contradiction qui n'est pas non plus indépassable, puisqu'il y a beaucoup d'Américains de souche européenne aux États-Unis d'Amérique qui reconnaissent en fait qu'ils sont d'ascendance européenne et qui finalement veulent faire un retour à l'Europe civilisationnelle. Mais d'une certaine façon, c'est leur problème plus que le nôtre. Donc on a ce problème. Donc, l'Occident porte en lui ce système technomarchand qui veut tuer les peuples, c'est-à-dire tout casser les limites, faire finalement de la Terre un espèce de grand supermarché. C'est les intérêts des Américains aujourd'hui à étendre cet Occident toujours plus loin. C'est le règne de l'individualisme libéral. Merci beaucoup. Je me suis permis de prendre une citation qui était sur la présentation de l'Institut Iliade sur votre site internet, qui était « La nature comme socle, l'excellence comme but, la beauté comme horizon ». Je pense que ça résume bien vos formations. C'est la triade homérique mise en exergue par Dominique Vénère. Donc ceux qui veulent
prolonger la discussion, nous avons les catés d'études pour une pensée européenne, Europe puissance d'Olivia Schenlaub dans la collection Longue Mémoire et pour un réveil européen. Et surtout, donc, nos formations Iliade. Je vous invite à aller sur institut-iliade.com. Oui, on retrouve tout sur votre site. Chers auditeurs, rendez-vous sur le site de l'Iliade pour les formations, pour trouver leurs excellents livres. Merci beaucoup Romain Petitjean. Merci. À bientôt.